Ce soir, dans E = M6, découvrez la science des aliments préférés des enfants. Comment sont réalisés les nappages au chocolat? Par quel procédé la confiture des célèbres tartelettes ne coule-t-elle pas? Et pourquoi les barquettes sont-elles si légères? Toutes les réponses dans ce reportage. Nous consommons chacun près de 170 pots de yaourt par an. Mais comment passe-t-on du lait de vache à cette texture onctueuse? À quoi servent les milliards de bactéries présentes dans nos yaourts? Comment sont fabriqués les yaourts aux fruits? Et plus fort encore, comment faire un yaourt sans lait? Et vous découvrirez aussi tous les secrets scientifiques des fromages préférés des enfants. Saviez-vous que les fromages à tartiner sont en fait fabriqués à partir d'émental? Que c'est une réaction chimique qui permet l'obtention de cette crème onctueuse? Vous connaissez tous ce petit fromage entouré de cire rouge. Mais à quoi sert sa jolie coquille? Dans ce reportage, vous découvrirez aussi en exclusivité les fromages du futur. Bonsoir, biscuits fourrés, fromage amusant, yaourt sous toutes les formes. Les industriels ne cessent de lancer de nouveaux produits pour séduire les enfants en s'appuyant sur les travaux des scientifiques. Démonstration ce soir dans E = M6. Les enfants raffolent des biscuits et plus c'est compliqué, plus ils aiment. Barquettes, tartelettes, comment fait-on pour que la garniture ne coule pas dans les paquets? Comment colle-t-on le chocolat aux biscuits pour faire des biscuits fourrés? Fabriqués en grande série, ces biscuits qui vont régaler les enfants, c'est un vrai défi technique. Les explications d'Evance Lachaud. À l'heure du goûter, les enfants raffolent des biscuits et chacun sa technique pour les manger. Moi, je prends lui. Moi, je prends lui. Moi, je préfère le manger comme ça. C'est la framboise que je préfère. À la fin, je croque tout et c'est fondant. Mais comment sont réalisés les nappages au chocolat des biscuits? Par quel procédé la confiture des célèbres tartelettes ne coule-t-elle pas? Et pourquoi les barquettes sont-elles si légères? Vous allez voir que réussir un biscuit, c'est toute une science. Direction Montauban. Dans cette usine, on fabrique tous les biscuits préférés des enfants. Fourrés, moelleux ou croquants, au chocolat ou à la confiture, plus de 140 000 biscuits sortent de ces machines chaque jour. Et s'il y a des consommateurs difficiles à satisfaire, ce sont bien les enfants. Les biscuits doivent être d'abord très bons. Ensuite, il faut qu'ils soient très nouveaux, très colorés, très rigolos, avec des petits sourires à l'intérieur, des petites formes. Il faut qu'ils soient surprenants. Le plus grand défi, c'est sûrement de faire des biscuits pour les enfants. Un challenge que les ingénieurs de l'usine s'efforcent de relever. Dans ce laboratoire, Audrey, Alvina et Anne-Lise se creusent les méninges pour inventer de nouvelles recettes. Pour E = M6, elles ont accepté de décrypter celle des plus célèbres biscuits. Tout d'abord, la barquette. Elle est faite d'une génoise à la texture aérienne. Mais comment obtient-on un biscuit aussi léger? Le secret, c'est l'air que l'on injecte dans la pâte. C'est ce que l'on appelle le foisonnement. Explication. Cette pâte va arriver dans une tête de foisonnement où on va injecter de l'air. Une fois cette partie mélangée, elle va partir par les tuyaux jusqu'à la doseuse et être déposée. Pour comprendre l'effet du foisonnement sur la pâte, direction le laboratoire. Regardez cette pâte foisonnée, pleine de bulles d'air, elle est aérienne et mousseuse. Dans la pâte non foisonnée, en revanche, il n'y a pas d'incorporation d'air, donc pas de bulles. Et là, on a une texture qui est beaucoup moins mousseuse, beaucoup plus liquide et beaucoup plus dense. Faisons une expérience. Anne-Lise va peser les 2 échantillons de pâte. Donc pour la pâte non foisonnée, en fait, on a un poids de 185 grammes. Et si je pèse maintenant la pâte foisonnée, on s'aperçoit que pour un même volume, on n'a que 115 grammes. À volume égal, la pâte des barquettes qui contient de l'air est plus légère de 70 grammes que celle non foisonnée. Et après cuisson, la différence est encore plus impressionnante. Donc une fois que le produit est terminé, on peut voir la différence entre la barquette foisonnée et la barquette non foisonnée, en la mesurant notamment. En cuisant, la génoise pleine de bulles d'air a gonflé encore plus. Qui permet d'avoir une texture très moelleuse, très onctueuse, on va dire, plus onctueuse. Là, c'est sur la barquette non foisonnée, on a quelque chose de très dense et très difficile à mâcher. La pâte pleine d'air permet aussi d'isoler la confiture du biscuit. Mais au fait, pourquoi celle-ci ne coule-t-elle pas? Vous allez tout comprendre avec un autre biscuit vedette des enfants, la tartelette. Pour que la confiture reste bien en place, les biscuitiers utilisent une véritable poudre magique. Alors la pectine, tout le monde a mangé des confitures dans sa vie. Alors c'est l'ingrédient qui va servir à gélifier la confiture.
La pectine, c'est une molécule végétale issue des pelures et des pépins de pommes. Et pour bien comprendre son rôle, Alvina va fabriquer 2 confitures. Elle mélange du sirop de glucose, du sucre glace, des fruits sous forme de purée et du citron car l'acidité améliore le processus de gélification. Mais pour notre expérience, elle ne verse de la pectine que dans un seul des 2 mélanges. Là, en fait, on est en phase d'hydratation et de cuisson. Donc, c'est-à-dire que les pectines vont capter l'eau du mélange. Elles vont s'hydrater, gonfler et constituer, en fait, ce fameux gel qu'on aura au final, qui sera relativement ferme. À présent, place au test de gélification afin d'évaluer la consistance de nos 2 confitures. Donc, on va prélever un petit peu de ce premier mélange, faire une bande. Alvina étale en parallèle un échantillon de chaque confiture. Le test de gélification est chronométré, il va durer 5 minutes. Hop. Donc les 5 minutes sont écoulées, on peut maintenant vérifier la gélification. Oui. À gauche, la confiture reste liquide. À droite, la bande est totalement compacte. Donc on voit que grâce à la pectine, en fait, la confiture a bien gélifié et c'est ce qui permet, en fait, quand par exemple on retourne tout bêtement une tartelette, et bien que la confiture reste bien au fond de la tartelette, c'est qu'on ne s'en mette pas partout. Grâce à un dosage précis et top secret de la pectine, fini la confiture plein les doigts. De quoi plaire aux enfants qui peuvent continuer à jouer pendant le goûter. Mais les biscuits préférés des enfants sont aussi ceux au chocolat. Et là encore, les fabricants doivent se surpasser afin d'obtenir un chocolat brillant et fondant. Et vous allez voir que ce n'est pas si simple. C'est une histoire de température. En fait, on peut le voir ici, pour avoir un chocolat qui va être brillant, qui va être bien fondant en bouche, en fait, il va falloir maîtriser les températures, c'est-à-dire qu'il va falloir bien le réchauffer et ensuite bien le refroidir. Justement, regardez ce qu'il se passe du côté de l'usine. Le chocolat est d'abord fondu à 45 degrés précisément. Mais lorsqu'il nappe les biscuits, sa température n'est plus qu'à 26 degrés. Enfin, pour que le chocolat se fixe sur les biscuits, il est refroidi à 12 degrés. C'est grâce à ces 3 étapes que l'on obtient des gâteaux chocolatés brillants et fondants. Si l'on avait laissé refroidir le chocolat à température ambiante, regardez ce que cela aurait donné. Des traces blanches en surface. Explication. Cette couleur blanche, en fait, ce sont les cristaux de matière grasse, c'est-à-dire les cristaux de beurre de cacao, qui ne vont pas se figer, se solidifier sous la bonne forme. Et plus fort encore, comment les ingénieurs agroalimentaires parviennent-ils à coller une plaque de chocolat sur un biscuit ? La particularité, c'est que ce n'est pas un nappage comme on peut l'avoir ici, c'est-à-dire que le chocolat n'a pas été enrobé, il n'est pas passé sur une vague de chocolat. C'est-à-dire que c'est vraiment une tablette individuelle qui aura été refroidie et un biscuit qui aura été fait en parallèle. Et donc après, la difficulté, c'est d'associer les deux et de les faire tenir. Là encore, tout est une question de température. Regardez cette expérience réalisée avec un sèche-cheveux. Il suffit de chauffer légèrement le dessous de la tablette de chocolat pendant 10 secondes pour la faire fondre juste assez pour qu'elle colle au biscuit, mais pas trop afin que le chocolat ne se transforme pas en nappage. Vous l'aurez compris, un biscuit c'est avant tout une prouesse scientifique. Le yaourt classique dans son petit pot de plastique n'est plus tout seul dans les rayons. Yaourt à boire, mélange lait, jus de fruits. Comment obtient-on ces produits et fait-on varier les consistances? Et en prime, nous allons vous prouver que l'on peut fabriquer du yaourt sans lait. Reportage de François Traca. En France, nous consommons en moyenne 170 pots de yaourt par an et par habitant. Mais comment passe-t-on du lait de nos vaches à cette texture onctueuse? Pour comprendre les secrets scientifiques de nos yaourts, direction le centre de recherche agro-industrielle d'AgroParisTech. Catherine Béal, professeure de microbiologie, va tout nous dire. Le lait est composé principalement de lactose, qui est un sucre, et de caséine, qui sont des protéines. Pour faire du yaourt, on introduit 2 sortes de bactéries. Elles vont manger le lactose et après digestion, rejeter de l'acide lactique. C'est l'accumulation de cet acide qui provoque la coagulation des protéines du lait. Et c'est ce qui donne sa consistance au yaourt. Voici le yaourt au microscope. On distingue les 2 types de bactéries. Les streptocoques thermophiles et les lactobacilles. Et tout autour, les protéines coagulées grâce à leur action. Vous l'avez compris, du yaourt, c'est un cocktail savant de lait et de milliards de bactéries. Et leur rapidité d'action est surprenante. Regardez, dans ce pot de lait, nous venons d'ajouter des bactéries lactiques. Le lait est encore liquide. 1 heure et demie plus tard, il commence déjà à se densifier. Au bout de 3 heures, l'acide lactique produit par les bactéries a complètement solidifié le lait qui est devenu un yaourt. Et l'acide lactique a d'autres propriétés. Explication.
ce qui va permettre également de conserver le yaourt en empêchant le développement de germes indésirables. Alors on peut le voir sur ces deux boîtes. Cette première boîte a été obtenue avec de l'acide lactique et on voit qu'il n'y a aucun germe indésirable qui se sont développés. Alors que sur la deuxième boîte, sans acide lactique, eh bien vous voyez qu'il y a plusieurs colonies de bactéries indésirables qui se sont développées et que l'on souhaite bien sûr éviter dans le yaourt. En clair, l'acide lactique sert de barrière à toute autre bactérie qui pourrait altérer le goût du yaourt. C'est ce que l'on appelle une molécule de conservation. Et c'est pourquoi nous pouvons consommer un yaourt plus d'1 mois après sa fabrication et donc au-delà de sa date limite. Intéressons-nous maintenant aux différentes textures que l'on trouve dans nos supermarchés. Pour ça, rendez-vous chez un fabricant de yaourt. Dans le commerce, on trouve toujours 3 types de textures de yaourt. Donc on a ce qu'on appelle le yaourt ferme étuvé. Donc là, on s'aperçoit que c'est évidemment ferme, c'est solide. On a le brassé, qui est en fait un peu le bulgare, qui est très onctueux, ça ressemble un peu à la crème. Et la troisième, c'est le liquide, qui est le yaourt à boire. Et on va brasser en fait pour passer d'un état solide à un état liquide. Et quelle est l'action du fouet? L'action mécanique du fouet, c'est de casser le réseau de protéines du lait, la caséine, et tout le monde est capable de le faire chez soi. Et oui, c'est aussi simple que ça. Qu'ils soient brassés ou liquides, au départ, tous les yaourts sont fermes. En donnant des coups de fouet énergiques, on casse les protéines coagulées jusqu'à l'obtention d'une texture plus ou moins onctueuse ou liquide. Et les industriels utilisent le même procédé. Autre découverte avec les yaourts aux fruits. Vous pensez sans doute croquer de véritables morceaux de fruits frais simplement ajoutés à la préparation? Eh bien, pas tout à fait. Explication. Quand vous prenez par exemple des fraises fraîches, que vous les écrasez, vous voyez qu'il y a beaucoup d'eau et cette eau qui est sucrée va favoriser le développement des bactéries indésirables. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va préférer utiliser des sortes de compotes de fruits qui contiennent surtout moins d'eau, ce qui va donc limiter le développement de ces bactéries indésirables. Dans ce mélange, que l'on appelle fruits sur sucre, le sucre va emprisonner les molécules d'eau, privant les bactéries d'un milieu pour se développer. Il ne reste plus qu'à remuer. Mais tous les fruits ne sont pas compatibles avec le yaourt. Prenons les agrumes par exemple, qui sont très acides. Comment se marient-ils avec le lait? Pour faire un jus de fruits au lait, il faut faire très attention à l'acidité du fruit qu'on utilise, parce que si on prend un fruit trop acide, qu'est-ce qui se passe? Le lait va tourner, va cailler, et donc on aura une texture caillée pas du tout agréable et très, très acide. Démonstration avec du citron. Regardez, l'acide du citron fait aussitôt coaguler les protéines du lait. Autrement dit, il le fait cailler. Mais alors, comment les industriels parviennent-ils à réaliser l'impossible? Vous connaissez tous ce jus d'orange au lait. Eh bien, regardons de plus près sa composition. Son secret est simple, il est essentiellement composé d'eau. Et c'est elle qui va naturellement diluer l'acidité du jus de fruits et empêcher la coagulation des protéines du lait. Au fil des siècles, l'homme a appris à tout faire avec du lait. Mais si vous n'aimez pas son goût, ou si vous y êtes allergique, sachez que des chercheurs sont même parvenus à faire du yaourt sans lait. Jean-James Garot, biologiste, peut faire du yaourt avec à peu près n'importe quel aliment, pourvu qu'il soit riche en sucre, comme le riz par exemple. Démonstration. Première étape, on part de ce riz qu'on va broyer pour ensuite obtenir une poudre. Et cette poudre donc va nous permettre une cuisson, donc meilleure cuisson, donc pour fabriquer notre boisson de riz après. On met ensuite la poudre de riz à bouillir dans de l'eau. Cela forme une mélasse qu'on laisse refroidir avant d'incorporer des enzymes. Explication. Les enzymes sont des molécules qui nous permettent notre digestion. En fait, ce sont des molécules qui cassent des molécules d'amidon. Donc on va mettre quelques gouttes d'enzymes dans notre mélange pour ensuite obtenir la liquéfaction. Les molécules d'amidon ont la forme d'un collier que les enzymes vont venir couper en morceaux. En quelques secondes, l'épais mélange est devenu un liquide onctueux. Notre boisson de riz est prête. Pour obtenir notre yaourt au lait de riz, il reste une dernière opération, solidifier ce lait. Pour cela, on utilise de l'agar-agar, une algue marine au pouvoir gélifiant très puissant. Ces molécules vont agir comme les bactéries lactiques des yaourts traditionnels. Elles vont densifier le lait quasi instantanément. Regardez, c'est étonnant. Notre yaourt est aussi compact qu'un yaourt au lait de vache, mais son goût est plus sucré, proche du lait de soja. Qu'il soit d'origine animale ou végétale, le lait n'a pas fini de nous étonner. Et les scientifiques ont encore beaucoup de découvertes à faire pour enrichir la composition de nos yaourts. Avec LM6, comment la science invente de nouveaux aliments pour nos enfants continue dans quelques instants. À tout de suite. Et vous découvrirez aussi tous les secrets scientifiques des fromages préférés des enfants. Saviez-vous que les fromages à tartiner sont en fait fabriqués à partir d'emmental? Que c'est une réaction chimique qui permet l'obtention de cette crème onctueuse?
Vous connaissez tous ce petit fromage entouré de cire rouge, mais à quoi sert sa jolie coquille? Dans la suite de Égal M6, vous découvrirez aussi en exclusivité les fromages du futur. Égal M6, comment la science invente de nouveaux aliments pour nos enfants.